Ceci ressemble probablement à une scène qui apparaîtra dans vos cauchemars un peu avant que vous ne vous réveilliez en sursaut avec des sueurs froides. Mais ce moment terrifiant était loin d'être un rêve pour le touriste Chris Gursky, qui a dû s'accrocher pour sauver sa vie alors qu'il s'élevait dans le ciel après qu'un instructeur de deltaplane ait oublié de l'attacher correctement. Et il n'est pas le seul à avoir survécu à l'impossible. Qu'il s'agisse d'accidents de voiture du style Destination Finale, de 133 jours de dérive en mer ou de 30 minutes au fond de l'océan sans oxygène, restez à l'écoute pour découvrir comment ces personnes incroyablement chanceuses ont pu sauver leur peau alors que les chances étaient vraiment contre eux. Ce sera un vrai suspense. Danny Balch. Si vous aimez le danger, camper à côté d'un volcan en activité est un moyen infaillible de le trouver. En 1980, Danny J. Balch et son ami Brian Thomas campaient dans une prairie près du mont Sainte-Hélène, lorsqu'ils ont été réveillés en sursaut à 8h32 par un grondement intense. Lorsqu'ils ont regardé par la fenêtre de la tente, leurs pires craintes se sont confirmées. Une éruption se dirigeait vers eux. Alors qu'ils se précipitaient vers la limite des arbres, Mr. Balch a été frappé par un souffle de chaleur et une pluie de cendres, de boue et de glace qui l'a recouvert de sable et plaqué au sol. En quelques secondes, son corps tout entier est passé de l'état de congélation à celui de cuisson, tandis que la chaleur extrême faisait fondre la peau de ses doigts. Lorsqu'il a repris ses esprits, Balch a appelé Thomas et a réussi à patauger dans la rivière pour soulager ses brûlures. Alors qu'il reprenait ses recherches et commençait à se frayer un chemin parmi les arbres tombés, il a soudainement senti une main sur son épaule gauche qui l'a pris par surprise. Lorsqu'il baissa les yeux, il fut choqué de voir Thomas sous un enchevêtrement de branches d'arbres. Thomas avait la hanche cassée, mais Balch a pu le remonter juste avant que le nuage de cendres ne plonge le ciel dans l'obscurité, de sorte qu'aucun des deux hommes ne pouvait voir à quelques centimètres devant lui. Par miracle, deux autres campeurs du groupe, Bruce Nelson et Sue Ruff, qui étaient en train de griller des marshmallows au moment de l'explosion, ont vu les hommes et ont aidé à porter Thomas jusqu'aux ruines d'une vieille cabane où ils ont construit un appentis de fortune. Balch est ensuite parti avec les autres pour trouver des secours, et ils ont finalement été repérés vers 18h par deux hélicoptères. Mais ils n'avaient pas oublié Thomas. À l'aide d'une carte, il leur a montré où se trouvait son ami, et les deux hommes ont été transportés par avion à l'hôpital pour se rétablir. Le pire, c'est que Balch voulait se rendre à la plage ce jour-là, mais Thomas l'a convaincu d'aller camper au volcan. Ne cédez jamais à la pression des pairs, les gars. Helen Klaben. C'était en 1963. Helen Klaben, alors âgée de 21 ans, était en quête d'aventure. Elle avait quitté sa ville natale de Brooklyn pour se rendre à Hong Kong ou en Inde. Mais elle devait d'abord atteindre San Francisco, ce qui signifiait prendre un vol pour Whitehorse, la capitale du territoire du Yukon. Klaben avait un budget limité. Elle a donc décidé de voler avec un pilote amateur. Ralph Flores, 41 ans, dans son avion monomoteur. Que pouvait-il arriver de pire? Le duo s'est mis en route le 4 février 1963. Mais peu après le début du voyage, Flores a rencontré une tempête de neige et a essayé de faire passer l'avion au-dessus des nuages. En descendant, il espérait suivre des points de repère ou le tracé de la route de l'Alaska pour atteindre le fort St. John. Mais au lieu de cela, il a été confronté à des montagnes et des arbres. Avant que Klaben ne comprenne ce qui se passait, l'avion s'est écrasé dans une étendue sauvage et désolée près de la frontière entre le Yukon et la Colombie-Britannique. Les deux compères ont miraculeusement survécu, Klaben souffrant d'une fracture du bras gauche et Flores d'une fracture de la mâchoire. Mais ils étaient maintenant bloqués dans des températures inférieures à moins 42 degrés. Le peu de nourriture qu'ils avaient à bord, quelques boîtes de sardines, du thon et de la salade de fruits, une boîte de crackers salés et quelques pilules vitaminées, s'est épuisé en 10 jours, les obligeant à faire de la soupe avec de la neige fondue. Le duo a créé un abri à partir d'un morceau de bâche et de coussins de l'avion. Ils ont également fabriqué une couverture à partir de la moquette de l'avion et utilisé l'essence du réservoir pour allumer un feu de camp qui leur permettrait de se réchauffer la nuit. Finalement, Flores a trouvé un étang gelé et a gravé un énorme panneau SOS et une flèche pointant vers leur campement. Au 49e jour de leur calvaire, Charles Hamilton, un pilote qui transportait des provisions vers une cabane de trappeurs voisine, a repéré le SOS et les a secourus. Klaben est décédé en 2018 à l'âge de 76 ans, mais l'histoire de son incroyable survie continuera à vivre dans son livre de 1964, Hey, I'm Alive. Les gars, toute cette discussion sur le danger suffit à me rendre reconnaissant pour ma propre sécurité. Combien d'entre vous regardent cette vidéo depuis le confort de leur lit en ce moment même? Pourquoi ne pas donner à cette vidéo un petit j'aime et cliquer sur le bouton s'abonner
pour que je sache qu'il y a des amateurs de sensations fortes qui aiment regarder ce genre de trucs qui font vibrer le cœur tout en s'empiffrant de boulettes de fromage à la maison. Oh, et montrez aussi un peu d'amour à la petite cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Prêt pour une nouvelle histoire épique de survie? Julian Kopke. Si vous avez peur de l'avion, vous voudrez peut-être vous couvrir les oreilles. La veille de Noël 1971, Julian Kopke, alors âgé de 17 ans, survolait la forêt tropicale péruvienne à bord du vol Lanza 508 avec sa mère lorsque les choses ont pris un mauvais tournant. L'avion a traversé une tempête sombre et violente qui a secoué toute la cabine, avant que toutes les lumières ne s'éteignent et que le dit avion ne pique du nez. Kopke a fermé les yeux et s'est bouché les oreilles pour étouffer le bruit des passagers qui criaient et le rugissement des moteurs. Mais soudain, tout s'est arrêté. L'avion s'est désintégré à environ 3,2 km du sol, et elle était maintenant en chute libre, toujours attachée à son siège. Alors que la canopée de la jungle se rapprochait d'elle, Kopke s'est évanouie juste avant l'impact. Le lendemain, elle s'est réveillée dans la forêt tropicale et a réalisé qu'elle était totalement seule. Elle était la seule survivante du crash. Mais son calvaire n'était pas encore terminé. Elle avait une clavicule cassée et des coupures profondes aux jambes. Mais Kopke a pu marcher jusqu'à retrouver un ruisseau et à le longer. Après avoir été seule dans la nature pendant 10 jours, Kopke a trouvé un petit chemin menant à une hutte avec un toit en palme. À proximité se trouvait le moteur hors-bord d'un grand bateau et 1 litre d'essence, qu'elle a utilisé pour soigner une blessure infestée d'asticots sur son bras droit. Après avoir passé la nuit sur place, Kopke a été réveillée par les voix d'hommes à l'extérieur, qui ont d'abord pensé qu'elle était une déesse de l'eau issue de la légende locale. Après avoir expliqué son calvaire en espagnol, les hommes ont soigné ses blessures et l'ont ramenée à la civilisation où elle a retrouvé son père. Kopke a raconté son histoire étonnante dans le documentaire de 2000, Les ailes de l'espoir, du réalisateur Werner Herzog, qui, par coïncidence, avait réservé un siège sur ce même vol avant d'annuler à la dernière minute. Danny Pienaar. En 1998, Danny Pienaar était un étudiant-chercheur qui étudiait les habitudes des rhinocéros blancs à l'état sauvage dans l'affluent du Fabeni, en Afrique du Sud. Mais cette occasion unique a failli se terminer en tragédie. Un jeudi après-midi en janvier, Pienaar a décidé de partir en expédition de pistage sans dire à ses compagnons de camp où il allait. Alors qu'il pataugeait dans les eaux d'un petit ruisseau, Pienaar a vu quelque chose de long et de brun se faufiler dans les roseaux voisins. L'instant d'après, il a ressenti une sensation de brûlure sur un côté de sa jambe, juste sous le genou. Après avoir regardé vers le bas et trouvé 4 trous de couleur bleu-violette et une goutte de sang, ses pires soupçons ont été confirmés. Il venait d'être mordu par un mamba noir. Le venin du mamba noir est connu pour sa rapidité d'action, car il bloque le système nerveux et paralyse les victimes. Sans antivenin, le taux de mortalité est de 100%. Pienaar savait maintenant que sa seule chance de survie était de retourner à sa voiture et de tenter le long voyage du retour vers la ville principale. Bien qu'il ait attaché un garrot autour de sa jambe, le venin s'était déjà emparé de son corps. La vision en tunnel s'était installée et son rythme cardiaque s'était accéléré. Après s'être fébrilement frayé un chemin dans la nature, Pienaar a atteint sa voiture et a roulé à plus de 161 km/h sur la route jusqu'à voir une autre voiture et à la forcer à s'arrêter. Lorsqu'ils ont atteint l'hôpital de Nelspruit, plus de 2 heures après la morsure, Pienaar ne pouvait plus avaler ni parler, la paralysie s'étant installée. Après plusieurs jours sous respirateur, Pienaar est sorti de l'hôpital avec rien d'autre que des traces de morsure et une histoire extraordinaire à raconter. Poon Lim. Lorsque Poon Lim, originaire de Chine, a accepté un emploi de steward sur un navire britannique, le SS Ben Lomond, qui se rendait du Cap au Suriname pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'aurait sans doute jamais imaginé que cela lui vaudrait un record mondial, de la période la plus longue passée à dériver en mer. En 1942, un sous-marin allemand a croisé le SS Ben Lomond à 1207 km à l'est de l'Amazone et l'a coulé avec 2 torpilles en 2 minutes chrono. Cela s'est passé si vite que la majorité de l'équipage à bord a coulé avec le navire. Sur les 55 membres d'équipage, Poon Lim sera le seul survivant. Alors que le navire coulait, Lim a réussi à attraper un gilet de sauvetage et a sauté par-dessus bord juste avant que les chaudières n'explosent. Après avoir dérivé sans but pendant environ 2 heures, Lim a repéré un radeau de 2,4 mètres sur 2,4 et s'y est hissé. Le radeau contenait quelques maigres rations de survie, notamment des boîtes de biscuits secs, 40 litres d'eau, un sac de sucre en morceaux, du chocolat, une torche électrique et une poignée de fusées éclairantes. Mais la nourriture n'a pas duré longtemps,
Et Lim a dû improviser en prenant les fils de la lampe de poche et en fabriquant un hameçon qu'il a fixé à l'extrémité d'une corde de chanvre comme ligne de fortune. Il a également fabriqué un couteau à partir d'une boîte de biscuits et l'a utilisé pour tuer des oiseaux de mer, puis a utilisé la viande d'oiseaux pour attraper des requins. Comme si cela ne suffisait pas, Lim a fait tout cela sans jamais apprendre à nager correctement. En fait, il s'est attaché au radeau avec une corde pour être sûr de ne jamais couler. Poon Lim a passé un total de 133 jours en mer jusqu'à ce que 3 pêcheurs brésiliens repèrent son radeau le 5 avril 1943 et le sauvent. Il avait perdu près de 9 kilos, mais était toujours en vie. Quand on a demandé à Poon Lim ce qu'il pensait de son record du monde, il a simplement dit « J'espère que personne n'aura à le battre ». Imaginez que vous traversiez une telle épreuve et que vous gardiez toujours votre sens de l'humour. L'un d'entre vous a-t-il une histoire de survie un peu folle à raconter ? Peut-être qu'un parent ou un ami à vous a eu un accrochage avec le destin, qui doit être partagé avec le monde entier. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et je reviendrai sur mes préférés. Allez, on s'y remet. Chris Gursky. Si vous êtes accro à l'adrénaline, le deltaplane est peut-être votre truc. Mais vous devriez y réfléchir à 2 fois après avoir vu ceci. L'homme que vous voyez ici s'accrocher désespérément pour ne pas plonger vers sa mort est un gestionnaire de pièces automobiles et photographe du Floridien, Chris Gursky. En 2018, Gursky était en vacances en Suisse quand il a décidé d'essayer le deltaplane pour la première fois. Il ne savait pas que c'était presque la dernière chose qu'il ferait. En effet, le moniteur de Gursky a oublié une chose cruciale, accrocher Gursky au planeur. Après avoir décollé d'une corniche de montagne à 1220 mètres, Gursky a dû s'accrocher pendant 2 minutes et 14 secondes, alors que le pilote essayait désespérément de le diriger d'une seule main pour le ramener en toute sécurité au sol. Heureusement, le duo a pu se poser en toute sécurité, et Gursky s'en est sorti avec une déchirure du tendon du biceps gauche et une fracture du poignet due à la force de l'impact lorsqu'il a touché le sol. Après avoir mis en ligne la vidéo de son épreuve, Gursky a déclaré qu'il n'en voulait pas à son instructeur et qu'il était même prêt à faire un autre essai de deltaplane. Kutu Show. Les attaques d'animaux ne sont pas une partie de plaisir, et s'il y a une créature que vous ne voulez pas affronter, c'est bien un ours polaire de 182 kg. Demandez à Kutu Show. En septembre 2003, Kutu Show, 46 ans, travaillait comme un guide lors d'une partie de chasse à Kimirut, au Canada, lorsque les choses ont pris une tournure inquiétante. Aux premières heures du matin, Kutu et le capitaine de l'organisation de chasseurs et de trappeurs, Mayukalik, se sont réveillés pour découvrir que le plafond de leur tente avait été déchiqueté pendant leur sommeil. Au début, il semblait que la tente avait été remplie de neige, mais lorsque leurs yeux aveugles se sont adaptés, ils ont réalisé que ce n'était pas de la neige, mais de la fourrure blanche de l'auteur de l'attaque qui se trouvait maintenant au-dessus des hommes. Le capitaine se mit immédiatement à courir et après avoir échoué à trouver son couteau dans la tente, Kutu l'a rejoint. Mais le redoutable ours polaire était sur leurs talons. Kutu était à environ 4 pas derrière le capitaine, mais l'impensable se produisit. Il trébucha sur un petit rocher, et avant de s'en rendre compte, la bête de 182 kg s'abattit sur lui. L'ours polaire a traîné Kutu vers l'océan, puis lui a enfoncé ses griffes dans le dos et ses dents géantes dans la tête. Alors que la partie semblait terminée pour Kutu, le cuisinier du groupe s'est emparé d'un fusil appartenant à l'un des chasseurs sportifs américains et a tiré 2 fois sur l'ours, tuant l'animal. Étonnamment, Kutu n'a jamais perdu connaissance. Lorsqu'ils ont finalement atteint les urgences, 3 poignées de sable ont été retirées de la zone de coagulation autour de son crâne, ce qui lui a peut-être sauvé la vie en ralentissant l'hémorragie. Après 13 heures de chirurgie intensive, Kutu s'en est sorti avec un nouveau surnom à Kimirut, l'homme ours polaire. Chris Lemons. En septembre 2012, le plongeur à saturation Chris Lemons, né à Édimbourg, travaillant en mer du Nord, plongeant depuis son navire le Bibi Topaz, dans une cloche de plongée pour réparer les structures des plateformes pétrolières. Un jour fatidique, Chris a été descendu à 91 mètres dans une cloche de plongée, aux côtés de ses collègues Dave Yusa et Duncan Alcock, pour fixer un tuyau sur le fond marin d'un champ pétrolier à Huntington, à l'est de Peterhead, dans l'Aberdeenshire. Mais c'était presque un voyage sans retour. Pendant la réparation, Chris a entendu une alarme se déclencher dans le contrôle de plongée, ce qui signifiait qu'il fallait sortir de la structure et revenir à la cloche à plongeur le plus rapidement possible.
Ce que les hommes ne savaient pas, c'est que le navire s'éloignait à cause d'une panne de l'ordinateur qui le maintenait en position. Puis, le désastre a frappé. Le câble ombilical de Lemon s'est accroché à une partie de la structure métallique. Ce câble permet non seulement d'attacher les plongeurs à la cloche de plongée et au navire, mais aussi de leur fournir du gaz respiratoire, de l'eau chaude pour garder les combinaisons chaudes, ainsi que de la lumière et de l'électricité. Avec le bateau de 8000 tonnes tirant dans la direction opposée et Lemons agissant essentiellement comme une encre humaine, il n'y avait qu'une seule issue. Le câble ombilical s'est rompu, le plongeant à 100 mètres vers le fond de la mer. Sans ce câble, Chris n'avait qu'environ 5 minutes de gaz d'urgence stocké dans un ensemble de bouteilles de plongée normales sur son dos. Il a réussi à trouver la structure sur laquelle il travaillait et à grimper dessus, mais la cloche à plongeur n'était plus là. Et il avait déjà utilisé environ 2 à 3 minutes de gaz. L'heure tournant, Chris accepta son sort et s'évanouit. Ses collègues ont déployé des efforts surhumains pour le retrouver, mais ils s'attendaient à ne trouver qu'un corps. Et c'est exactement ce qu'ils ont pensé lorsqu'ils ont retrouvé Chris étendu sur le sol de la plateforme. Mais après avoir été hissé sur la cloche à plongeur et avoir reçu 2 insufflations, Chris Lemons est revenu à la vie, 35 minutes après avoir activé sa réserve d'air de secours. Sans rien à respirer pendant si longtemps, Chris aurait pu facilement subir des lésions cérébrales. Mais le gaz de ses bouteilles avait une forte concentration d'oxygène, qui a saturé ses tissus et ses cellules, lui permettant de survivre. Après seulement 3 semaines, cet homme extrêmement chanceux a même pu retravailler avec son équipe. Coolidge Winsett. Aller aux toilettes pour couler un bronze ne figure probablement pas en tête de votre liste de situations potentiellement mortelles. Mais on n'est jamais trop prudent. Demandez à Coolidge Winsett. Winsett est un concierge à la retraite de 75 ans, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui vit dans la maison où il a grandi dans le sud-ouest de la Virginie. Le problème, c'est que la propriété n'a pas beaucoup changé au fil des ans, et qu'il n'y a pas de salle de bain intérieure, mais une vieille dépendance délabrée que Winsett a construite lui-même en 1950. Cela ne dérangeait pas le vieux Winsett, il l'utilisait depuis des années, et il n'a pas hésité à s'y rendre par un après-midi chaud d'août 2000. Mais alors que Winsett était assis en train de faire ses besoins, littéralement, le plancher pourri a fini par céder, précipitant le vétéran retraité dans la fosse crasseuse en dessous. Heureusement pour lui, il a pu rester à flot, après avoir atterri sur les restes des planches qui lui ont servi de radeau de fortune. Malheureusement, Winsett était déjà partiellement paralysé par un accident vasculaire cérébral, et il lui manquait une partie d'une jambe, ce qui le laissait bel et bien coincé. Au fil du temps, le facteur de 17 ans, le seul visiteur régulier de la propriété de Winsett, a remarqué que le courrier avait commencé à s'empiler. Il a donc décidé d'enquêter. Heureusement, il a découvert Winsett après avoir suivi ses cris affaiblis, et le vieil homme a été secouru par les pompiers après 3 jours entiers dans la fosse. Oui, on peut dire que c'était une épreuve de vie vraiment emmerdante. La famille Robertson. Le 27 janvier 1971, la famille Robertson, originaire du village de Meerbrook dans le Staffordshire, au Royaume-Uni, part de Falmouth en Cornouailles pour un voyage vers l'inconnu. Dougal Robertson, officier de la marine marchande à la retraite, avait acheté une goélette en bois de 13 mètres appelée Lucette, qui serait parfaite pour l'aventure éducative qu'ils avaient prévue avec sa femme Lynn, son fils Douglas, âgé de 18 ans, sa fille Anne, âgée de 17 ans, et ses fils jumeaux, Neil et Sandy, tous deux âgés de 9 ans. Mais le 15 juin 1972, près des îles Galapagos, la famille rencontre un groupe d'orques qui atteint le bateau et l'endommage irrémédiablement. La famille, ainsi qu'un étudiant autostoppeur qu'ils avaient pris à bord du nom de Robin Williams, réussit à se hisser à bord d'un canot de sauvetage gonflable et d'une annexe. Une fois à la dérive, le groupe s'est débrouillé pendant 6 jours avec quelques rations comme des biscuits, du pain sec, des oignons et des fruits. Mais ils ont fini par chasser les tortues pour se nourrir et recueillir l'eau de pluie pour boire. Après 16 jours, le radeau gonflable devenu inutilisable, les 6 rescapés se sont entassés sur l'annexe de 3 mètres de long appelée Edna Mare, se relayant pour s'asseoir sur la partie sèche du bateau. Finalement, le 23 juillet 1972, 38 jours après le début de leur voyage sur l'Edna Mare, ils ont été recueillis après qu'un chalutier de pêche japonais, le Tokamaru 2, ait repéré leur signal de détresse. La prochaine fois que vous aurez envie de passer du temps en famille, restez-en au Scrabble. Roi Mahamatsu. En matière d'accident de voiture, celui-ci sort tout droit d'un cauchemar. Cette photo, qui fait froid dans le dos, a été prise en mars 2014,
après que le footballeur Roy Mahamatsu, qui joue pour les Orlando Pirates de Johannesburg, ait frôlé la mort sur l'autoroute. Mahamatsu était au volant de sa BM Série 3 lorsque la voiture a glissé sur une plaque humide, lui faisant perdre le contrôle. Avant qu'il ne s'en rende compte, le véhicule entier a été empalé par une glissière de sécurité qui a percé le pare-brise et est sorti par l'arrière, tout en manquant miraculeusement le conducteur lui-même. Les spectateurs ont été choqués de voir M. Mahamatsu s'en sortir sans la moindre égratignure. Quelqu'un là-haut devait vraiment veiller sur lui ce jour-là. Et si ce n'était pas encore assez destination finale pour vous, jetez un coup d'œil à cette histoire à clouer le bec. Il est difficile d'imaginer survivre à quelque chose comme ça, mais un automobiliste chanceux de l'ouest de la Chine est la preuve vivante que c'est possible. En 2015, l'homme sans nom conduisait vers Chongqing lorsqu'il a entendu une forte détonation venant de la voie opposée. Avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre ce qu'il se passait, il a aperçu une énorme lame circulaire rebondissant à travers les buissons de terre-plein central, qui s'est ensuite écrasée sur l'avant de son véhicule. La police de l'autoroute a déclaré qu'un camion s'était écrasé sur la voie opposée et que la lame de scie avait été projetée sur la route. Le conducteur s'en est peut-être sorti indemne, mais cette entaille de 50 cm n'est pas prête de disparaître. Je parie que votre pression sanguine augmente maintenant, n'est-ce pas ? Si vous n'avez pas eu votre dose d'adrénaline pour la journée, pourquoi ne pas vous y replonger en regardant l'un des épisodes précédents de cette série ? Restez prudents. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.